parler d'une page d'histoire locale dans ce cadre de la loge, où il y a en ce moment une exposition. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, je vais vous faire lecture, ou je vais vous raconter un texte très ancien, donc que j'ai eu l'occasion de raconter devant les gens dans la commune de Gété, sur le thème des circuits des guerres de Vendée, circuits touristiques mis au point justement par le syndicat d'initiative de Beaupro, ici à la loge. Je suis venu vous parler de la bataille de Gété, le 1er février 1794, voilà. D'accord, je vous en prie. Voilà, alors ça se passe donc dans le cadre des guerres de Vendée, pas de bruit avec les feuilles. Oui. Donc, ça se passe dans le cadre des guerres de Vendée. La phase que je vais vous raconter, c'est vraiment la bataille qui s'est passée à Gété, donc après la virée de Galerne, pendant la guerre de Vendée, donc en février 1794. La Convention avait envoyé des colonnes républicaines, des colonnes incendiaires pour raser toute la Vendée. Et elles sont passées par notre commune de Gété, dans le canton de Beaupro. Donc vers la fin de janvier 1794, les Vendéens avaient formé un rassemblement à Thiers, commune voisine, rassemblement inconnu des républicains de Gété, car le 30 janvier, ils s'emparèrent facilement de cette localité, alors habitée à l'époque de 1623 habitants officiellement. Les vainqueurs, donc les Vendéens, toutefois, retournèrent coucher à leur camp de Thiers. Le lendemain, donc le 31 janvier, le vendredi 31 janvier, vers midi, arrivèrent les rejoindre Stofflet, de la Bouère, le jeune Catlino, Jacques Catlino, le généralissime, étant tué déjà de l'année d'avant, et les hommes que commandait la Roche-Jacquelin, tués si malencontreusement l'avant-veille à Neuhaillé. Dès le soir, tous ensemble allèrent se coucher à Gété. Là, ils apprirent que les républicains, croyant la Roche-Jacquelin à leur tête, voulaient les attaquer en les enveloppant avec 3 colonnes infernales, fortes de chacune 3000 hommes. Ça représente 9000 hommes quand même, hein, et commandés par 6 généraux. Cordelier, Crouzat, Flavigny, Moulin, Robinet et Jacob, des généraux qui ont laissé leurs pattes dans l'histoire. À cette nouvelle, ils résolurent d'aller au plus tôt à la Grippière, côté Loire-Atlantique, donc, demander du secours aux 2 Brucs qu'ils savaient avoir formé un rassemblement, pour être plus en force pour lutter contre les colonnes infernales. Du côté du républicain, Cordelier et sa colonne quittent Jalais le matin et arrivent à Montrevault, où ils trouvent le 1er bataillon du Maine-et-Loire, dit le bataillon des pères de famille. Il faut dire que ce bataillon, c'était un bataillon, pas de retraités, mais il avait largement la trentaine. Il était un peu moins virulent que les républicains qui venaient pour massacrer, qui étaient un peu plus révolutionnaires. Là, c'était limite des gens, des républicains convaincus, mais plus calmes. Voilà. Apprenant que des bandes vendéennes sont passées la veille à Montigné, Montfaucon est hier à Gété, il ordonne à Crouzat, qui se trouve à Saint-Philbert-en-Mauges, donc tout près, de se porter à Gété et d'attaquer les Blancs donc les royalistes, sur 2 colonnes. Le bataillon des pères de famille va rester à Montrevault pour le garder, car Cordelier, le général Cordelier, ne l'a finalement pas incendié. L'esprit public ne lui paraissant pas mauvais dans cette bourgade. Voilà. Dès le lendemain, donc le samedi 1er février, 1794, de grand matin, Stofflet, Poirier de Beauvais et Monnier partirent réclamer du secours, laissant à la tête des hommes de Gété, Catlino, de la Bouère et de Beaurepaire. À peine les délégués furent-ils partis que l'on signala l'arrivée des Bleus vers 8 heures du matin par la route de Villedieu, la route de la Blouère. C'était Crouzat, venu de Nantes par Clisson, Torfou et ayant couché donc à Saint-Philbert. Le combat commença au Petit Moulin, c'est un lieu dit tout près du Plessis, entre le château du Plessis et le bourg de Gété. Et se continua avec acharnement jusqu'au bourg. Dans la direction des Vendéens, accablés par les Landes de la Muse, c'est la Muse de Thiers. Donc il avait traversé tout le bourg et toute la campagne en direction de Thiers. Les républicains, au lieu de les poursuivre sans trêve, s'attardèrent dans le bourg à massacrer les infirmes, femmes, enfants et vieillards, et qui pourtant, ils venaient de promettre la vie sauve pourvu qu'ils restent dans leur maison. Ce retard donna du répit aux Vendéens, qui, avec quelques recrues venus fort à propos, de la Grippière justement, revinrent à la charge. Cette fois, les ennemis furent mis en complète déroute et poursuivis jusqu'au lac de Villedieu, perdant beaucoup d'hommes tout le long de la route. Donc il a été retrouvé il y a quelques années 2 squelettes vers le Grand Chemousin, entre Gété et Villedieu, et quelques menus restes, dont une baïonnette
baïonnette républicaine qu'on a eu donc l'occasion de voir à notre dernière randonnée des circuits des guerres de Vendée. Donc c'était 2 combattants, surtout probablement poursuivis donc, et tués à cette époque. À leur retour à GT, les royalistes trouvèrent le bourg envahi par les Bleus. C'était la division Cordelier venant des environs du Puiset-Doré et arrivée trop tard pour secourir Crouzat. La plus grande partie des troupes de cette colonne Cordelier étaient campées en dehors de la localité, auprès du moulin des Tambourinières. Ça se trouve sur les bords de la Sanguaise, à remonter, on va dire, dans la direction du Puiset, où elle semblait se fortifier pour mieux connaître les positions de l'ennemi. C'était un moulin à vent. Monsieur de la Bouère et autres cavaliers s'avancèrent jusqu'au pont de bois, au-dessus de la Sanguaise. Là, ils furent attaqués par 2 sentinelles non en uniforme. Dans le combat qui s'engagea, monsieur de la Bouère eut l'oreille coupée, tranchée. Malgré sa blessure, il aida son compagnon et se tira de ce mauvais pas après avoir blessé grièvement les 2 assaillants. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, monsieur de la Bouère, qui était en voyage, je ne me souviens plus, je ne peux pas vous dire dans quelle commune, dans quelle ville de France il se trouvait, il entendait dans un relais de poste, dans un troquet, 2 anciens combattants parler, et un des combattants, il l'a entendu dire « Je me suis battu contre un général blanc, je lui ai tranché l'oreille ». Donc monsieur de la Bouère s'est penché vers le brave homme qui lui avait tranché l'oreille. Il a dit « Voici l'oreille que vous m'avez coupée, monsieur ». Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Ils ont dû boire chopine sur chopine pour arroser ça, ce qui prouve que la guerre, c'est une bêtise, parce que les 2 ennemis se sont réconciliés. Quelques années après, bien sûr. Donc, de retour auprès de Stofflet, tous les chefs jugèrent ensemble qu'il n'était pas prudent de différer le combat. Aussitôt, donc, l'attaque commença. Le choc fut terrible et meurtrier lorsqu'il s'agit de s'emparer du moulin des Tambourinières. 2 fois les Vendéens furent repoussés, mais à une 3e attaque, l'ennemi fut débusqué de son fort, le fort c'est le moulin, et obligé de fuir en désordre par la route de Nantes. Les vainqueurs les poursuivirent, la baïonnette au rein, jusqu'à la Sanguaise, au lieu dit le Pont des Romains, qui existe toujours, où les fuyards abandonnèrent chariots et ambulances qui furent aussitôt pillés. À ce moment, Stofflet s'aperçut qu'il était suivi de près par une autre colonne d'ennemis, celle de Beaupreau, arrivée en retard de Chalonne. Le général, sachant ces hommes trop fatigués pour affronter un nouveau combat, leur commanda de regagner la Chaussère. Ce changement de front arrêta les républicains, qui crurent à une ruse de guerre comme les Vendéens en employaient souvent. Ils retournèrent sur leur pas vers Beaupreau, d'où ils revinrent, mais en passant par le bourg de GT. Il faut bien comprendre que le bourg de GT à l'époque était tout petit. Il y a des anciennes fermes comme La Croix, La Réjouissance, pour ceux qui connaissent bien GT, des petits lieux qui se trouvent actuellement maintenant. La Déchaisière, la Rigaudière sont des anciennes fermes qui font partie du bourg maintenant, mais qui étaient en campagne à l'époque. Le bourg était tout petit. Donc ils incendièrent le bourg à l'exception de quelques maisons qu'ils connaissaient. Donc, dans le texte qui est très ancien, il est dit que seules 6 maisons restèrent debout. Il faut considérer que c'est 6 maisons qui n'ont pas été incendiées. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les maisons, on les a fait tomber. Les maisons sont toujours restées debout, plus ou moins debout, mais tout a été incendié. Rendu à la Chaussère, Stofflet demanda à Monnier de prendre avec lui 2 hommes connaissant le pays et d'aller le soir même coucher vers Saint-Germain, donc Saint-Germain-sur-Moine, afin de pouvoir le lendemain réunir le plus d'hommes possible et de revenir le trouver pour aller ensemble à Beaupreau surprendre les Bleus qui n'avaient pas osé les attaquer. Monnier, quoique bien fatigué après cette bataille, malgré la nuit noire et l'heure avancée, partit immédiatement avec ses 2 compagnons. Voici comment lui-même, Monnier, raconte leur passage à GT. Arrivés à l'entrée du bourg, nous nous arrêtâmes quelques instants pour nous assurer qu'il ne restait pas quelques Bleus là. N'entendant que le bruit des flammes et des charpentes qui s'écroulaient, nous nous décidâmes quand même à traverser. Mais comment faire? Les charpentes des maisons en feu tombaient dans les rues. Heureusement que nos chevaux n'étaient pas peureux, car nous passions sur des chevrons en feu qui nous barraient le chemin. Nous voyions dans les portes et dans les intérieurs des maisons des femmes, des vieillards, des enfants égorgés que le feu brûlait, et dans les rues des enfants massacrés et écrasés qu'on avait jetés. Ce qui nous effraya le plus, ce fut une maison encore debout, tout en feu. Nous aperçûmes dans les chambres du bas une quantité de victimes qui brûlaient et dont l'odeur qui sortait par les croisées nous infectait. À peine étions-nous passés de 15 pas que la charpente s'écroula, ce qui fit un feu épouvantable.
Ce fut le spectacle que nous eûmes en traversant le bourg de Gété le 1er février 1794 à 10 heures du soir. Alors il faut bien comprendre quand même que la bataille avait été gagnée par les Vendéens contre les colonnes infernales. Le surlendemain, Stofflet et le renfort que lui amenait Monnier, l'escadron de Montfaucon, battirent les Bleus retournés à Beaupro. Ils ont été les attaquer à Beaupro. La croix du Petit Moulin, que vous pouvez passer, route de Saint-Germain-sur-Moine, érigée le 29 novembre 1892, commémore la victoire vendéenne de la bataille de Gété du 1er février 1794. Alors, il y a beaucoup de républicains qui ont fui jusque sur Nantes. Ceux qui ont été poursuivis jusqu'au pont des Romains ont continué à fuir jusque sur Nantes. En arrivant aux portes de Nantes, aux portes de Saint-Jacques, ils ont été refloués par les Vendéens, par les Bleus eux-mêmes, qui ne comprenaient pas comment des lâches pouvaient fuir comme ça. Et les ont renvoyés au combat qui n'était pas. Et donc ils ont marché toute la nuit pour revenir vers le Puisaye le lendemain. Donc ils ont reformé cette troupe. Donc ça, c'est des textes retrouvés dans les écrits républicains, notamment, dans plusieurs bouquins. Et quand on fait un petit consensus de tout ce qui a été raconté, on prend les écrits, tout se croise bien, ça correspond bien, les massacres ont été bien perpétrés, comme tous les écrits sont là pour le justifier. Et donc ces républicains, en revenant, ont donc décidé, bien évidemment, de reconstituer leur colonne et de se venger. Donc, le mercredi 5 février, soit 4 jours après, le général Cordelier et sa troupe reconstituée quitte à Montrevault pour rejoindre à Tiffauges le général en chef Turreau. Sa colonne infernale prit la route de Gété, où ils arrivèrent à l'improviste dans le bourg. Quelques jours après l'incendie du bourg et la bataille. Là, ils firent main basse sur les malheureux habitants qui avaient cru pouvoir entrer dans le bourg, dans leur demeure incendiée, pour commencer à en réparer les dégâts. Et puis notamment à extraire les cadavres et à leur faire une sépulture. Ces infortunées victimes, jointes à celles prises dans les fermes le long de la route de Montrevault, formaient un total de plus de 300 victimes, 300 personnes. Elles furent conduites et gardées à vue devant l'hôtel. Alors ça devait être l'hôtel du Cheval Blanc, hôtel qui se trouvait en bas de la place Maréchal Leclerc actuelle, dans la grande place où il y a le marché maintenant. Voilà. Où se trouvaient réunis les chefs donc républicains. Ceux-ci, avant leur départ, divisèrent leurs hommes en 2 colonnes, dont l'une prit la route de Clisson, où l'attendait Grignon. L'autre se dirigea vers Montfaucon et Tiffauges. Cette dernière division, conduite par Cordelier lui-même, se chargea d'emmener les prisonniers, ces prisonniers. Au moment du départ, fut réclamé l'ancienne domestique du curé Pierron. Alors le curé Pierron, c'est le curé élu par la Constitution, donc le curé constitutionnel, qui est venu au nom de la République remplacer le curé qui était réfractaire à la Constitution. Et ce curé Pierron, on a toujours dit qu'il a vécu 3 mois à Gété, et il est mort assassiné au lieu-dit le chêne Truton. Alors un Truton, c'est le curé menteur. Donc le chêne Truton, ce lieu, c'est appelé comme ça parce que c'est le lieu où a été assassiné le Truton, c'est-à-dire l'intrus. On a retrouvé récemment d'autres écrits, comme quoi il avait réussi à fuir, et il a été retrouvé en ville de Cholet, à la bataille de Cholet, et il avait été fait prisonnier et emprisonné à Montjean. On a même retrouvé une demande, dans les archives républicaines, une demande de passeport, plus d'1 an après son soi-disant assassinat. Donc il y a une chose, c'était un mythe de dire que le curé Pierron était mort assassiné au lieu-dit le chêne Truton, et c'est le lieu-dit actuel, Saint-Jean-du-Chêne. Mais les gens du pays disent toujours Truton, ou le chêne Truton. Et en fait, il peut se révéler que finalement, il n'est pas mort assassiné, et on découvre ça maintenant. Donc, je reprends mon texte. Au moment du départ, fut réclamée l'ancienne domestique du curé Pierron. Donc, le curé jureur appelé l'intrus. Cordelier exauça cette demande amicale et accorda la liberté à la jeune servante par ces mots: Casaquin rouge, sortez des rangs. Elle devait être habillée en rouge. On l'a fait sortir des rangs. C'est elle qui raconte elle-même qu'elle a vu toute la colonne partir. Elle n'a pas revu de survivants. Ou presque pas. Elle, par contre, elle a eu la vie sauve. La colonne déjà en marche continua sa route vers le Plessis. Donc direction route de Saint-Germain, Montfaucon. Vers le Plessis. Les victimes, qui n'ignoraient pas le sort qui les attendait, marchaient en silence, égrenant leur chapelet.
un témoin oculaire, une domestique de l'Écorche-Loire, occupée à laver du linge dans le ruisseau entre le bourg et le petit moulin, eut son attention attirée par les pas de la troupe silencieuse. La tête de la colonne n'était plus qu'à quelques pas d'elle, donc elle ne pouvait plus sans danger s'enfuir. Elle se blottit dans un buisson qui lui servit d'abri. Surtout ne pas se faire voir, évidemment. Elle vit qu'en deçà du petit moulin, une pauvre femme ne pouvant suivre fut assommée, ainsi que l'enfant qu'elle portait dans ses bras. Quand je dis assommée, massacrée. Les 2 cadavres furent jetés dans un pré voisin. Alors il s'agissait de René Godin, demeurant au bourg, âgé de 28 ans. Fille de Pierre Godin, journalier, et de Marie Rousselot, épouse de Jean Ravgeot, journalier. Sa fille, Perrine Ravgeot, massacrée avec elle, n'était âgée que de 5 ans. Ils ont dû, à coup de crosse ou à coup de baïonnette, les tuer. Donc là, lorsque la colonne fut rendue au château du Plessis, les victimes furent placées dans l'allée de la Bourrie, c'est la grande allée qui se trouve juste en face les tours du château, où les bourreaux, après avoir mis le feu au château et à ses dépendances, les fusillèrent à la lueur de l'incendie du château. Alors les fusillèrent et les massacrèrent surtout à coups de baïonnette et coups de sabre, parce qu'en fait, quand on lit dans les textes qui racontent, quand ils ont retrouvé les cadavres, ils étaient tous mutilés à coups de sabre. Les corps des martyrs reposent toujours au lieu même du supplice, à l'endroit où se trouve maintenant une croix érigée en pierre, érigée le 29 novembre 1892, comme celle du Petit Moulin. Après ce haut fait d'armes, parce qu'attention, c'était à la gloire de la République, Cordelier pouvait bien écrire le lendemain à son chef Turreau. « J'ai ponctuellement exécuté ton ordre de purger par le fer et le feu les endroits que j'ai rencontrés sur ma route. Car indépendamment que tout brûle encore, j'ai fait passer derrière la haie environ 600 particuliers des 2 sexes, dont environ 300 personnes massacrées uniquement à Gété. Donc faire passer derrière la haie, c'était envoyer de vie à trépas. Voilà. Le même jour, Marc-Antoine Julien, fils d'un conventionnel, envoyé de Bordeaux à Nantes, dans l'Ouest, pour observer l'esprit public de plusieurs villes, écrivait à Robespierre une lettre dénonçant la tyrannie et les crimes de Carrier et de son exécutant Turreau. Mais Turreau se trompait lorsqu'il disait le 19 janvier 1794 « Sous 15 jours, il n'existera plus en Vendée ni maison, ni armes, ni vivres, ni habitants. » Parce qu'en effet, Stofflet continua la lutte contre les colonnes infernales et vengera la cruauté des sanguinaires. Alors quelques semaines après Gété, les mêmes colonnes qui ont massacré les gens de Gété ont fait plus de 600 morts dans un haut lieu des guerres de Vendée. Au Luc-sur-Boulogne, la colonne infernale de Cordelier, qui a perpétré le massacre de Gété, fera un massacre double de celui de Gété au Luc-sur-Boulogne, donc quelques semaines plus tard. Il est difficile de connaître avec précision le nombre de victimes gestoises. De 1623 habitants recensés en 1790, on n'en compta plus que 1140 en 1806, 11 ans après. Il faut bien admettre une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont revenus, d'autres qui sont partis, d'autres qui ont disparu. Il y a eu beaucoup de mouvements de population. Il est quasiment impossible de savoir. Par contre, des noms de victimes, on en a quelques-uns quand même. Si je peux citer rapidement, mais toute personne qui voudrait en savoir beaucoup sur la liste, le listing recensé des victimes de la bataille de Gété et notamment du massacre du 5 février 1794, Sophie Lambert a écrit sur beaucoup de paroisses et soldats de l'armée vendéenne. Il faut se procurer chez Madame Sophie Lambert celui qui concerne donc Gété. Alors, je citerai quelques noms, sortis de la liste de Georges Grolier, un historien local à Gété, et de quelques-uns de Sophie Lambert. Donc, Perrine Barré, mutilée au Plessis, sa mère, une sœur et 2 frères tués au même massacre. Renée Biotto, à peine 8 ans, quand elle fut, ce sont ses paroles, victime de la fureur atroce des cannibales de la Révolution. Elle a survécu. Quoique sabrée et mutilée, avec une rage épouvantable, je suis resté 48 heures sous les morts. Ma mère et un frère, et je n'ai été séparé d'eux que lorsqu'ils ont été enterrés. Jean Coiffeur, 58 ans, né à la Blouère, cultivateur à Bel-et-Bas, à la ferme de Bel-et-Bas de Gété. Pierre Courbet, 52 ans, cultivateur à la Grolière. Françoise Dupont, décédée à la ferme de la Brefière par effet de la guerre le 1er février, avec sa fille Perrine, 19 ans, et son fils Jean, 5 ans. Françoise Dupont,
Non. Marie Dupont, morte par effet de la guerre à la Brûlère, la Brûlère, le 1er février. Marie Durand, 70 ans, née à la Fouinetière de GT, morte par effet de la guerre à la Doltière. Donc c'est le 5 février. Ce sont des massacres qui ont été dans les fermes. Ceux qui refusaient de suivre, évidemment, ils prenaient un coup de... étaient assassinés sur place, quoi. Pierre Guérin, 70 ans, garde au Plessis, mort par effet de la guerre le 5 février au Plessis. Marc Ménard, 34 ans, mutilé avec 2 de ses enfants en bas âge. Un de ses fils massacré avec elle, mort plus tard pour la cause royaliste. François Mondin, boulanger, 54 ans, massacré avec sa femme, âgée de 64 ans, la femme de leur fils et ses 3 enfants, ainsi que 2 domestiques et une dévideuse. Claude Piou, 3 ans, des mômes, des gamins de 3 ans, mutilés à coups de sabre, survivra. Et des exemples comme ça, il y en a. Voilà. Donc je vous invite à venir voir, en passant par le syndicat d'initiative de Beaupro et en prenant donc le circuit touristique des Guerres de Vendée. Vous venez sur GT, il y a 2 hauts lieux des Guerres de Vendée, la Croix du Petit Moulin, la Croix du Plessis, et puis avec le guide que vous aurez en main de l'Office de tourisme, vous expliquera ce que je viens de vous expliquer, mais en plus raccourci. Merci.